Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer sur BFM Business. Et oui, sur BFM Business, on va vous aider à remplir votre déclaration d'ISF. Vous êtes nombreux à nous interroger sur la meilleure façon de la remplir. Eh bien, on va vous répondre tout de suite avec Frédéric Durand-Bazin. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. Vous êtes rédacteur en chef au magazine Le Particulier. Vous allez donc nous aider à remplir au plus juste cette déclaration d'ISF. On est en plein dans cette période-là un petit peu particulière. D'abord, quelles sont les modifications cette année ? En fait, la première modification, c'est que en fait, il n'y a pas de modification par rapport à l'an dernier. C'est-à-dire que le seuil d'imposition reste fixé à 1 300 000 €. Et ça, en matière fiscale, c'est déjà un changement. Et ça, c'est déjà un grand changement. Vous savez, donc, les politiques restrictives aujourd'hui font qu'on ne revalorise plus les barèmes, on ne revalorise plus les seuils, etc. Ça fait gagner un peu d'argent. Mais en revanche, on a modifié le barème. Pour le coup, on a changé, souvenez-vous, jusqu'à 2011, c'était un barème à 2 tranches. Là, on repasse sur un barème à 6 tranches et c'est un barème progressif. On multiplie les plaisirs. On multiplie les joies de faire des beaux calculs. Donc les tranches s'étalent désormais de 0,5 à 1,5%. Vous remarquerez au passage, parce que ça ne vous a pas échappé, qu'on n'a plus la tranche marginale à 1,85. Donc a priori, on va payer un peu moins d'ISF, surtout pour les plus grandes fortunes. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi ? Le bouclier a disparu, ça tout le monde le sait, mais on a le retour du dispositif de plafonnement de l'ISF. Donc c'est une sorte de semi-bouclier qui fait qu'aujourd'hui, le cumul de votre impôt sur le revenu et de votre impôt sur la fortune ne peut pas excéder 75% du montant des revenus perçus au titre de l'année précédente. Voilà. Et alors, enfin... Alors allez-y. Alors, juste pour terminer, alors ça c'est pour la politique familiale, il y avait un abattement qui était de 150 € par personne à charge, il avait été porté à 300 € l'an dernier, cette année il est purement et simplement supprimé. Il n'y a plus. Ça au moins c'est simple. Voilà, au moins c'est simple. Vous embêterez plus avec les calculs. Exactement. On va essayer d'être très très concret pour nos téléspectateurs. Comment déclarer son patrimoine et combien de temps a-t-on pour le faire ? Alors, tout dépend du montant de votre patrimoine imposable. Si votre patrimoine est inférieur ou égal à 2 570 000 €, comme l'an dernier, vous devez le déclarer sur votre déclaration de revenus, donc la fameuse déclaration 2042, que vous devez souscrire au plus tard pour le 29 mai, si vous le déclarez sur papier. Un peu plus tard, ça s'échelonne jusqu'au 11 juin si vous le faites sur Internet. Alors là, les dispositifs sont plutôt assez simples. Vous déclarez le montant de votre patrimoine imposable, vous déclarez le montant de votre patrimoine global, et c'est tout. Et c'est l'administration fiscale qui va faire les calculs et qui vous adressera un avis d'imposition courant du mois de septembre. Ça sera un avis d'imposition distinct du montant de celui de l'impôt sur le revenu. Si en revanche votre patrimoine excède 2 570 000 €, là vous devrez continuer à remplir la déclaration spécifique d'ISF. C'est une déclaration qui est beaucoup plus complexe à rédiger parce qu'il faut faire le détail de son patrimoine et il faut régler son impôt en même temps que vous envoyez votre déclaration. Et ça, vous avez jusqu'au 15 juin pour le faire. Vous nous dites c'est simple, il suffit de regarder combien vaut son patrimoine. Mais quels sont les biens qu'il faut prendre en compte pour déterminer combien vaut notre patrimoine ? Alors, en fait, il faut faire un inventaire complet de son patrimoine, ce qui accessoirement est plutôt une bonne chose. Ça vous permet au moins tous les ans de refaire un point complet sur ce que vous possédez et éventuellement envisager des stratégies patrimoniales pour l'avenir. Donc premier point, et c'est le plus fréquent chez les contribuables à l'ISF, c'est l'immobilier, qui constitue la plupart du temps le pôle central de son patrimoine. Donc qu'est-ce qui est taxable ? En fait, c'est tout. Tout l'immobilier est taxable, y compris votre résidence principale. On y reviendra tout à l'heure. Ensuite, vous faites le tour de vos actifs financiers. Donc, vous allez regarder vos comptes courants, vos comptes d'épargne, vos comptes bancaires, vos comptes d'actions, les PEA, les PEL, etc. Les comptes courants d'associés, si jamais vous êtes actionnaire d'une société. Donc, tout ça, c'est taxable également. Ensuite, c'est tout votre mobilier, vos véhicules, si vous avez plusieurs voitures. Si vous possédez un bateau, il est taxable. Si vous possédez des chevaux, ils sont taxables. Vos bijoux sont taxables, sauf lorsqu'ils sont considérés comme des bijoux de collection. Vos lingots d'or, on parle beaucoup d'or, et bien vos lingots d'or sont taxables. Oui. Cédric qui est fan de poneys, ces poneys sont taxables par exemple. Oui, et il n'y a pas de décote sur la taille. Il n'y a pas de décote, Cédric, sur la taille de vos poneys. Quels sont les biens
exonérés d'ISF? Parce qu'on veut aussi avoir des solutions pour payer moins. Alors effectivement, il y a des biens qui sont exonérés d'ISF. Alors le premier, c'est ce qu'on appelle les biens professionnels. On le sait, ça c'est depuis l'origine. Toute la difficulté étant d'avoir la notion précise de ce qu'on appelle biens professionnels. En général, ce sont les actions et parts sociales des sociétés dont vous êtes vous-même le dirigeant. C'est également les titres que vous avez reçus en contrepartie de la souscription au capital d'une PME qui exerce une activité opérationnelle. Bon, c'est une petite liste à la Prévert, mais bon, sachez que globalement, les biens professionnels, lorsqu'ils sont considérés comme tels, sont exonérés d'impôt sur la fortune. L'épargne salariale aussi, l'épargne retraite, pardon, elle est exonérée d'ISF. Donc ça, c'est une position, c'est volontaire pour favoriser effectivement la constitution d'une épargne pour la retraite. Donc toutes les sommes que vous avez accumulées sur un PERP, par exemple, le plan d'épargne retraite populaire, ou sur un contrat Madelin pour les indépendants, sur le régime préfonds pour les fonctionnaires, toutes ces sommes sont exonérées d'ISF pendant la phase d'épargne. Et au moment de la phase de rente, c'est-à-dire quand vous êtes à la retraite, la valeur de capitalisation de la rente est également exonérée d'ISF à condition que vous ayez cotisé pendant au moins 15 ans. Voilà. Après, vous avez les objets d'antiquité ou tous les objets qui ont plus de 100 ans. Voilà, donc ça ne rentre pas dans le patrimoine de l'ISF. Les œuvres d'art non plus, vous savez que ça également, oui, c'est depuis l'origine. Il y a à peu près tous les ans des tentatives de réintroduire les œuvres d'art dans l'ISF, mais on peut être sûr que ça restera en l'état. Et les collections aussi, les collections de timbres? Oui, alors les objets de collection, bien sûr, sont également exonérés d'ISF. Collection de timbres, vous en parlez, collection de pièces anciennes, collection de voitures, enfin bon, bref, tout ce qui a une valeur de collection est exonéré d'ISF. Exonéré totalement? Totalement, là on est dans la totalité. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres biens qui sont exonérés, mais seulement partiellement? Oui, alors ça c'est par le biais de dispositifs fiscaux spécifiques. Donc vous avez par exemple depuis 2003 les parts et actions de sociétés qui font l'objet d'un engagement collectif de conservation, c'est ce qu'on appelle le pacte du Treil. Ça c'est exonéré à hauteur de 75% de sa valeur. Vous avez également les parts et actions détenues par les salariés et les dirigeants d'entreprise qui font l'objet d'un engagement individuel de conservation. Donc là aussi c'est exonéré à hauteur de 75%. Ensuite, vous avez des biens spécifiques. Les biens ruraux, par exemple, qui sont donnés bail à long terme, c'est-à-dire plus de 18 ans. Là, ils sont exonérés à hauteur de 75% jusqu'à 101 897 €. C'est précis. Et 50% au-delà de cette valeur. Enfin, pour les amoureux de la nature, les bois, forêts, par groupement forestier, les parts de vignes, etc. Tout ça, c'est exonéré également à hauteur de 75% de leur valeur. Alors on a 6 minutes pour entrer dans le détail de ces biens exonérés partiellement, totalement, etc. Vous nous parliez des biens immobiliers d'abord. Comment les évaluer au mieux pour remplir nos déclarations d'ISF? Eh bien, là, c'est vraiment le point le plus sensible et le plus compliqué. En général, l'administration aime bien qu'on procède par comparaison, c'est-à-dire que la valeur de votre bien doit être évaluée en fonction des transactions qui ont eu lieu dans votre quartier, dans votre rue, idéalement dans votre immeuble quand vous êtes en copropriété. C'est la seule manière la plus sérieuse d'évaluer la valeur de son bien immobilier. Ce qu'il faut savoir, c'est que ne vous référez surtout pas au prix moyen au mètre carré donné par les notaires. Et les fourchettes sont beaucoup trop larges. C'est des prix qui sont donnés soit par ville, soit par quartier. Et en fait, la fourchette comprend à la fois des biens qui sont en rez-de-chaussée et de moindre valeur que des biens qui sont au deuxième étage et qui sont de plus grande valeur. Donc, il faut faire très attention à ce point-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la méthode d'évaluation par comparaison. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une fois que vous avez déterminé votre valeur de votre bien, votre résidence principale, vous avez le droit d'appliquer un abattement de 30%. Cet abattement ne s'applique que pour la résidence principale. Donc si vous avez 2 résidences, il faudra choisir laquelle est votre résidence principale. En général, c'est le fisc qui fait le choix pour vous. Ce qui veut dire que là, très concrètement, votre bien vaut 700 000 €, vous pourrez le déclarer uniquement pour 490 000 €. Et ça veut dire que pour tous les autres biens immobiliers, il n'y a aucun abattement? Alors, c'est un peu plus sioux que ça. Vos résidences secondaires, vos biens locatifs, a priori, effectivement, ne bénéficient pas de ces abattements-là. Toutefois, vous avez la possibilité d'appliquer des abattements quand vous êtes dans des situations particulières. Par exemple, vous détenez un bien en indivision, notamment avec vos frères et sœurs à la suite d'un héritage. Dans ce cas-là, vous avez le droit de pratiquer un abattement de l'ordre de 10%, voire de 15 à 20% lorsque les indivisaires sont très nombreux. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'une part indivise, c'est beaucoup plus difficile à vendre que lorsque vous détenez la totalité du bien. Donc ça, c'est la première chose. La règle est équivalente lorsque vous détenez un bien dans le cadre d'une société civile immobilière. On a une prime dite d'illiquidité
qui fait que vous pouvez appliquer un abattement de l'ordre de 10 à 20%, 20% quand vous avez une participation minoritaire. En revanche, et ça c'est un piège, vous ne pouvez pratiquer aucun abattement lorsque le bien que vous détenez est en démembrement de propriété, c'est-à-dire quand l'usufruit est à l'un et que vous détenez la nue propriété. D'ailleurs c'est plutôt l'inverse parce que c'est l'usufruitier qui est imposable pour la valeur totale du bien sans abattement. Et les biens donnés en location, eux, ils ouvrent droit à un abattement à l'ISF ? Alors, ils peuvent ouvrir droit à un abattement dans la mesure où ils sont occupés. Donc, on sait que sur la valeur de marché d'un bien occupé est toujours plus faible que la valeur de marché d'un bien libre. Donc, en matière d'ISF, ça se ressent. Donc, quand vous louez un bien dans un cadre d'un bail classique, vous pouvez pratiquer un abattement de l'ordre de 15 à 20% de la valeur de ce bien. Cet abattement peut même atteindre 40 à 45% lorsqu'il s'agit d'un bail dit loi de 48. Enfin, pour les baux commerciaux, donc vous avez détenu un magasin par exemple, vous pourrez pratiquer un abattement de l'ordre de 30 à 35% de la valeur du bien. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est si votre bien a un défaut majeur. Par exemple, il est à côté d'une artère extrêmement passante et bruyante. Vous pouvez appliquer un abattement. Par exemple, la Cour d'appel de Chambéry vient d'accorder la faculté d'appliquer un abattement de 15% sur un bien parce qu'il était mitoyen d'une route extrêmement passante. Alors on va quitter l'immobilier, la déclaration des biens immobiliers dans la déclaration d'ISF et on va parler maintenant du compte en banque et du portefeuille boursier. Comment tout cela se déclare dans l'ISF ? Alors, pour tout ce qui est liquidité, ne vous compliquez pas la tâche, c'est la valeur de votre actif au 1er janvier de l'année. Donc, vous prenez en compte tous vos livrets d'épargne, même ceux qui sont exonérés d'impôt sur le revenu, donc par exemple le livret A, votre Codévie, etc. Enfin, livret de développement durable maintenant. Il y a un point particulier pour les actions. Il y a une double possibilité d'évaluation. Soit vous prenez le cours du titre en question au 31 décembre, soit vous prenez la moyenne des 30 derniers cours de bourse de l'année. Et vous avez le droit de prendre le cours le plus favorable pour vous. Et surtout, vous avez le droit, quand vous avez un portefeuille avec plusieurs lignes, d'appliquer des méthodes différentes, ligne par ligne. Donc c'est une manière d'un peu d'optimiser. Ouais, plutôt sympa ça. Voilà, la déclaration. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un tout petit peu plus compliqué à faire. Mais il existe plein de guides, notamment celui édité par le particulier, qui vous donneront les valeurs, les deux valeurs de chacune des actions en question. Est-ce que l'on peut déduire ces dettes si on en a ? Oui, vous pouvez déduire d'abord tout ce que vous devez au fisc. Donc impôt sur le revenu, impôts locaux, les fameuses taxes d'habitation, taxes foncières. L'ISF lui-même est déductible de votre déclaration. Et vous pouvez déduire vos dettes, c'est-à-dire les emprunts qui sont en cours et qui ne sont pas totalement remboursés. Donc tout ça, ça vient diminuer le montant de votre patrimoine. Pour la totalité de leur... Alors tout dépend, effectivement. Si ces dettes ont été contractées pour acquérir un bien qui est imposable ou non à l'ISF. S'il est imposable à l'ISF, vous pouvez déduire en totalité. Si le bien n'est pas imposable à l'ISF, ça c'est une nouveauté cette année, vous ne pouvez pas déduire les dettes correspondantes. Et par contre, si vous avez acquis un bien qui est partiellement imposable à l'ISF, les bois et forêts par exemple, ce qu'on indiquait tout à l'heure, vous ne pourrez déduire le montant de la dette qu'à hauteur de la quote-part imposable à l'ISF. Par exemple, sur sa résidence principale, il faut abattre 30% sur l'emprunt. Non, non, par contre là, non. On déduit de la valeur du bien, mais pas sur le crédit. Parce que c'est un abattement. Bon, d'accord. Ce n'est pas une exonération. Bon, vraiment, en quelques mots, Frédéric, on a bien compris qu'il y avait des moyens, des astuces pour payer moins d'ISF. Est-ce qu'il est encore temps de réduire la note pour cette année et pour la déclaration qu'on doit remplir maintenant là ? Eh bien oui, il existe des possibilités de réduire sa note si vous dépassez le seuil d'imposition. Sachez que vous pouvez d'abord acquérir des parts de fonds communs de placement dans l'innovation, les fameux FCPI, ou des fonds d'investissement de proximité. Ces fonds vous ouvrent droit à une réduction d'impôt qui est plafonnée à 18 000 € par an, avec un dispositif de comptabilisation qui est un petit peu compliqué. On ne va pas rentrer là dans le détail. On peut aussi investir dans les PME, ça permet de réduire la note. Vous pouvez investir dans les PME, y compris si vous êtes chef d'entreprise dans votre propre PME. Là, cette fois, vous avez toujours droit à une réduction d'impôt qui est égale à 50% du montant des sommes que vous y avez versé. Le plafond, il est un peu plus élevé, il est de 45 000 €. Enfin, si vous vous sentez l'âme d'un philanthrope, vous pouvez faire des dons à des organismes d'intérêt général, et cette fois, l'exonération est égale à 75% du montant des sommes que vous avez versées. Eh bien, génial. Grâce à vous, Frédéric, on sait comment payer moins d'ISF, y compris dans la déclaration qu'on doit remplir tout de suite. Exactement. Frédéric Durand-Bazin du magazine Le Particulier. On vous retrouve, Frédéric, dans 10 minutes. À tout à l'heure. Pour répondre à nos téléspectateurs.